Aujourd'hui, il s'agira toujours de l'agriculture avec ce même invité qui n'est plus à présenter, mais on le dit quand même. Monsieur, bienvenue, Begré Tano. Le thème entrepreneuriat et ses contraintes. On va séquencer en différents axes, mais avant, un jingle sur là. Entreprendre, mesdames et messieurs, n'est pas de tout repos. Tout ce qui fait partie donc de la composition, de la stratification, de la nomenclature, la préparation de l'entrepreneuriat doit se faire avec beaucoup de minutie. C'est la raison pour laquelle nous avons un expert sur ce plateau qui va nous expliquer un peu quelles sont les contraintes qui sont inhérentes à tout esprit entrepreneurial, à tout projet. Du coup, bonjour monsieur, bienvenue à vous monsieur, bienvenue. Oui. Bonjour Ako, bonjour Alice. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Alors, ça va. entreprendre, c'est difficile, hein? C'est passionnant. C'est passionnant, mais c'est difficile. C'est difficile, mais Pas il y a impossible. quand même des contraintes. Oui, effectivement. Au niveau des contraintes, comme on avait le dit, la première contrainte qui se pose au niveau du secteur agricole, c'est la terre, le foncier. C'est le substrat sur lequel toute activité agricole est menée. Donc, le foncier est la première contrainte en termes d'entreprendre dans le secteur agricole. Et quels sont les problèmes liés à ce foncier-là, généralement pour les personnes qui entreprennent dans le domaine agricole? La loi foncière elle-même pose problème dans la mesure où, lorsque nous regardons l'approche pour être héritier d'une terre dans nos pays africains, pose problème. Très souvent, le jeune n'a pas droit à la terre. C'est lorsque le père décède que la terre lui revient. Or, le jeune qui veut entreprendre, n'étant pas propriétaire de la terre, ça constitue une contrainte. Ce qui veut faire comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, pour pouvoir réussir à entreprendre au niveau du secteur agricole, il est quand même important de pouvoir avoir une terre avec les papiers y afférents. Cela vous garantit l'accompagnement bancaire. Mais la problématique qui se pose, il est difficile pour une jeune femme d'entreprendre dans le secteur. Pourquoi? Parce que dans nos lois, dans nos coutumes, la femme n'a pas héritière. Ça, c'est un problème. Donc, une jeune dame qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, comment elle s'y prend? Nous proposons souvent la location, mais dans les démarches locatives, il y a aussi des contraintes. Parce que les intermédiaires ne facilitent pas souvent le rapport pour les achats. Oui, c'était la facilitation seulement, mais seulement parfois les intermédiaires sont multiples et multiformes. Multiforme, voilà. Et les clauses changent au gré des humeurs. Au gré des humeurs. Chaque jour, il y a une nouvelle personne, une nouvelle tête que vous voyez, ou bien un nouveau groupe de Un nouveau personnes. groupe de personnes. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, le foncier est un problème capital. Nos pays connaîtront des difficultés dans ce sens, parce que l'évolution, l'urbanisation aussi constitue une contrainte dans la mesure où elle commence à détruire, diminuer les terres cultivables pour bâtir des habitations. Lorsque vous regardez, toutes les villes périphériques d'Abidjan sont victimes de l'urbanisation. Qu'est-ce que vous proposez alors, concrètement? À ce niveau, il faudrait que la loi foncière soit plus regardante et accessible. C'est-à-dire? Permettre aux femmes dans nos familles de pouvoir avoir accès à la terre, comme l'homme dans les familles. Le fait que, sans le décès du père ou bien de l'héritier, les descendants n'ont pas accès à la terre, c'est quelque chose que nous pouvons quand même trouver un moyen de pouvoir corriger. C'est délicat. Parce que si le père doit vivre 100 ans avant de mourir, que vous devez attendre sa mort avant d'avoir accès à la terre pour entreprendre, vous voyez que ça devient difficile. Ça, on a fini avec l'axe foncier, vous voulez ajouter dessus? Ce que je veux ajouter, c'est l'urbanisation sauvage. Aujourd'hui, lorsque nous prenons les villes périphériques d'Abidjan, n'importe qui fait le lotissement, on ne tient pas compte des terres cultivables que nous détruisons, qui en réalité nous permettra dans l'avenir de maintenir un niveau de production agricole assez intéressant. Mais cette urbanisation doit être encadrée de telle sorte que les terres cultivables soient préservées. Vous pensez que l'urbanisation n'est pas encadrée dans notre pays? Nous ne pensons pas. C'est un peu une accusation grave? Non, non, non. Je le dis parce que je suis dans le milieu rural. Lorsque des villes qui, à 20 km, à 30 km, ont déjà bénéficié d'un lotissement, qui en réalité, c'est dans 30 ans, 20 ans que ces villes peuvent s'étendre, nous disons que là, il y a un problème. C'est pas faux. En dehors de cet aspect des choses, Il faut mieux analyser. lorsque vous prenez par exemple les villes qui bénéficient des forêts dites classées, il y a de gros problèmes qui se posent dans le déclassement de ces forêts. Très souvent, ce n'est pas les populations riveraines qui bénéficient de ces déclassements.
Ça, c'est un problème qui va survenir après D'autres opérateurs, oui. dans la pratique agricole. Wow. Vraiment. Ça craint. Assez de problèmes Si on y à prend garde, résoudre, oui. Si on y Sur prend le garde, problème ça foncier. craint. Il faut que les pouvoirs publics, ceux qui nous regardent, et je sais qu'on nous regarde le matin dans cette émission, puissent vraiment attirer, prendre toutes les dispositions, parce que c'est vrai que ce qu'il dit, mais il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent entrer en ligne de compte du côté où on se place. Financement maintenant, Alix? Bien sûr, financement, on va dire, donnée importante pour pouvoir se lancer. Se lancer. À quel niveau les contraintes se situent? La première contrainte, c'est la politique financière de nos États en Afrique. L'entrepreneuriat agricole est un secteur qui compte sur, entre griffes, la générosité de Dieu. Je m'explique. Ok. Vous mettez en place une ferme de 20 000 pondeuses, les oiseaux migrateurs, dans les mouvements, transportent des pathologies. On vous fait savoir qu'il y a la grippe aviaire qui intervient dans le pays. Il faut dissimer tout le cheptel que vous disposez. Ce sont des risques que le financier ne peut pas prévoir. Ces risques-là font que nos systèmes financiers n'accompagnent pas réellement ceux qui interviennent dans le secteur agricole. Parce qu'ils ne sont pas des risques maîtrisables. Ça, c'est une première contrainte au niveau du financement. Monsieur, bienvenue. Vous qui êtes avec les gens du rural, parfois aussi c'est leur faute. Parce que quand il y a des élections, quand il y a des campagnes, oui, vous acceptez les t-shirts et puis les billets de 1000 francs. Pourquoi vous ne déléguez pas quelqu'un pour poser de vraies questions aux gens pour les campagnes? Non. Je n'ai pas fini. C'est normal que demain, vous soyez lésés. Puisqu'on on achète vos voix avec des t-shirts, avec du riz, je ne sais pas de quoi d'autre. Non. Mais il faut voir, de la même manière que nos planteurs sont organisés en coopérative, il faut déléguer des gens quand ils viennent dans les villages pour poser des vraies questions. Les gens viennent, ils traversent le village avec un tintama de musique et autres, on jette les t-shirts, on jette de l'argent, on ne parle pas de projet de société. Ce n'est pas seulement le milieu rural. Non, là, on parle du milieu rural. Ça, c'est de votre milieu. Et c'est là-bas que c'est plus. Parce que la manière dont la campagne se fait à Cocody, ce n'est pas la même manière que ça se fait au village. Donc ça, c'est vous, c'est votre... C'est dû au niveau de pauvreté de nos populations. Monsieur Marc. Marco Marcelin. Monsieur Marco, lorsque je fais, par exemple, une journée, il m'est difficile d'avoir droit à un repas qui va me coûter 200, 300. Que les politiques le savent. Je préfère donner ma voix en me disant que c'est la période à l'instant T où je peux avoir quelque chose. C'est la pauvreté et le problème d'éducation qui font que le milieu rural est assez accessible, ou je peux dire influençable. Monsieur Marco, vous ne pouvez pas vous permettre de suivre un leader politique pour le suivre, parce que vous arrivez à garantir le minimum de votre existence quotidienne. Mais dans le milieu rural, ce n'est pas le cas. Taux d'analphabète élevé, des gens qui ne prennent pas le temps de faire des analyses cohérentes. Donc, ils sont vraiment... Mais ils arrivent à s'organiser pour le financement, monsieur Bienvenu. Oui. Les coopératives dans nos villages, par exemple, sont très, très bien organisées. Bien structurées, il y a des coopératives en Côte d'Ivoire ici qui ont un parc immobilier à faire parler d'envie toute entreprise. Hein. Et qui réussissent même à construire des villes entières sans compter sur le politique. Puisque nous sommes dans le financement, si au village, on peut s'organiser quand il s'agit d'argent, pourquoi on ne peut pas faire ça ailleurs aussi, dans d'autres... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je suis d'accord avec vous, mais tout part de la culture. Tout est d'abord culture. Vous prenez dans les villages, on peut avoir un malade dans une famille, mais on n'est pas prêt à le soigner. Mais après son décès, on peut se permettre de garder le corps pendant 3-4 mois à la morgue, faire des cotisations, faire des funérailles pompants. Mais en réalité, c'est ça la notion de culture. Mais lorsque nous parlons de financement, où nous voulons en venir? Nous disons, pour pouvoir encadrer tous ces différentes difficultés que nous rencontrons, c'est l'État. L'État est le garant d'une société, est le garant de nos populations. Mais quand l'État passe vous voir aussi, vous vous comportez en gagne petit. C'est ça qui fait que demain, quand ils viennent avec... Enfin, les gens viennent avec... Mais lorsque nous parlons de politique, nous parlons des élections politiques. Moi, les élections ne sont pas liées à l'État. L'État organise, donne la structure des organisations. Mais où nous parlons de l'État, nous ne parlons pas d'individus qui vont être maire, député. Nous parlons d'État en termes de la gouvernance, de l'orientation. Il y a des pays où l'État encourage les banques à accompagner les agriculteurs en mettant en place des mécanismes cohérents et des fonds
qui soutiennent cela. Ce qui fait que le banquier se sent rassuré, ou le garant, l'aval et l'État, il se dit lorsqu'il y a les contraintes, les subventions, lui, il sait comment entrer. Effectivement. C'est de ça que nous parlons lorsqu'on parle de financement. Mais un responsable politique avec qui je discute dit aussi qu'il y a beaucoup de prêts qui sont restés sans suite. Il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de prêts où il n'y a pas eu de remboursement. Mais donc ça décourage. L'État peut bien faire. L'État peut envoyer des bailleurs de fonds. Mais si vous-même, au niveau remboursement, vous vous dites, bon, ce qui est sûr, c'est l'agent, je ne sais pas, c'est l'État. C'est pour tout le monde. Moi, je continue d'accuser l'État dans la mesure où, pour octroyer un prêt à quelqu'un, il y a un mécanisme. Toutes les garanties. Voilà. Si moi, je suis le responsable du crédit, que j'octroie un crédit à un ami, à un frère, qui en réalité n'a pas les capacités de remboursement, il va sentir qu'à un moment donné, je ne peux pas me permettre de le faire la pression pour le remboursement. Sinon, effectivement, ce que vous dites, c'est une réalité, mais c'est dans la procédure, c'est dans le choix des bénéficiaires qui pose problème. Nous avons assisté à des moments où des financements ont été apportés à des personnes qui, en réalité, même le financement, ce n'est pas forcément l'argent liquide. Il peut y avoir du matériel qui a été octroyé 2 jours, 3 jours après, ce matériel a été revendu. Donc, c'est dans le mécanisme du choix des bénéficiaires souvent qui pose problème. Il y a à faire, il y a du boulot. Il y a du boulot. Nos États ne sont pas encore construits. Il y a du boulot. Nos mentalités aussi ne sont pas encore construites, notamment. Effectivement, c'est la mentalité qui permet de garantir beaucoup de choses. Cela nous emmène à l'information et à la formation pour terminer. Parce que ces deux aspects-là aussi vont nous permettre de mieux nous organiser. Lorsque nous parlons par exemple de la formation, aujourd'hui, personne ne peut se lever pour dire qu'il est chirurgien s'il n'est pas allé à l'école. Mais dans le secteur agricole, vous voyez un médecin, vous voyez un militaire qui se lève un matin et dit « j'ai fait champ ». La formation est importante pour comprendre les réalités. Oui. Donc il faut que nous nous formons. Ne prenons pas le métier de la terre comme un métier qui est réservé à ceux qui n'ont rien à faire ou bien qui n'ont pas réussi à l'école. Professionnalisons-le. Professionnalisons-le. Si vous avez les moyens que vous voulez investir, faites-vous former lorsque vous n'êtes pas du domaine. De telle sorte que les contraintes, vous les comprenez, vous les appréhendez avant de vous lancer. Mais lorsque nous entendons les gens dire l'élevage, il n'y a pas d'argent, non, non. Mais quelles sont les informations que vous avez eues? Cherchez à avoir les vraies informations auprès des spécialistes afin que vous compreniez les risques qui sont liés au métier dans lequel vous voulez vous engager. Mais il ne sert à rien, par exemple, de vous lancer dans la production et à la fin, vous n'arrivez pas à vendre, vous dites non, il n'y a pas de non. Cherchez à avoir l'information. Cherchez à vous former. De la même manière qu'un médecin va à l'école pour être médecin, il est important que nous voulons entreprendre même simplement la culture de la tomate, que nous cherchons à nous former, à comprendre comment on fait le choix du site, comment nous préparons la pépinière, comment nous mettons les semis et comment même la politique des ventes. Il faut que nous nous formons. Puis, il faut que, Alix, les coopératives aient de l'ambition. Tout à l'heure, pendant qu'on parlait, j'ai eu un message. Par exemple, il y a un pays là, qui nous talonne en matière de café cacao. C'est Ghana? Non, non, dans... Éthiopie? Non, non, non. Cameroun? Asiatique, un pays asiatique qui nous talonne. Malaisie, je ne sais pas. La Malaisie, par exemple, il y a des coopératives qui détiennent des hélicoptères. C'est-à-dire les cotisations permettent d'acheter des hélicoptères qui donnent mais des dans ce pays, même au niveau du cacao, ils font aujourd'hui l'irrigation. Il faut donner de l'ambition à nos structures coopératives. Ça, c'est très important également. Pour que demain, l'État puisse savoir qu'en face, on a des gens conséquents avec qui parler. C'est cela aussi. Il faut voir grand. Merci beaucoup à vous, M. Begré Tano. C'est un plaisir Alice, de discuter avec vous. On vous aura donc plusieurs fois comme ça pour évoquer des informations très importantes.